Ça veut dire qu'on a le son. C'était le deuxième. Alors, 5 minutes de retard, vous nous pardonnerez parce qu'on est tellement heureuse d'être en live. Ensemble, pour de vrai. Oui. Donc on a redémarré tout le système, et on a Guénolé qui est derrière les machines, qui a tout réinstallé. Je crois qu'on n'avait pas fait de live depuis l'année dernière. Donc on est vraiment très très heureux de vous retrouver depuis les locaux Synlab, Être Prof, toutes les trois, et on va parler de notre voix. Je vais enlever le son de mon ordinateur. Voilà. Et quoi... Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement en vous parlant de la rentrée sur Être Prof, en vous disant qu'il y a plein de ressources, dispositifs qui peuvent vous accompagner dans cette préparation. Cap rentrée, notamment, vous choisissez vos objectifs, vous avez des ateliers, des ressources, des vidéos qui vous permettent de préparer votre rentrée, parce que au 26 août, c'est un peu ce qu'on fait, hein, Peggy. C'est un peu le temps là. Ça y est, c'est le moment. Peut-être que vous avez reculé jusqu'au bout, mais là quand même, il faut y aller maintenant. On a des kits, et notamment un kit évaluation qui peut vous intéresser en ce début de rentrée, pour vous questionner sur la place de l'évaluation et du coup la pédagogie qui va avec. Un programme spécial dédié pour les jeunes collègues qui démarrent, qui sont néo-titulaires ou contractuels. Être néo-prof, Julia dans le chat va vous mettre le lien pour vous inscrire si vous voulez, pour prendre des renseignements. C'est un accompagnement sur 1 an pour vous accompagner à cette prise de fonction. On sait que les premières années, c'est des années de haute tension. Donc on s'est dit sur Être Prof qu'on allait essayer d'être plus présent de façon très construite et progressive sur votre première année. Quoi d'autre? Des parcours. Et notamment un parcours qui me tient à cœur sur la gestion des émotions, qui vient de sortir, construit avec Isabelle Peloux. Là aussi, à questionner dès maintenant la place des émotions. Et un parcours qui peut intéresser les professeurs principaux, oui. qui viennent d'apprendre, qui vont être professeurs principaux, sur l'orientation. Un parcours sur lequel tu as travaillé, oui. Et je pense qu'il peut être tout à fait adapté à cette rentrée scolaire. Oui, oui, si vous êtes dans cette problématique d'orientation, que ce soit en collège ou en lycée, effectivement, ça pourra vous donner un coup de pouce sur les dispositifs que vous pourriez mettre en place autour de cette problématique. Super, merci Peggy. De rien. Alors, on a Julia qui est dans le chat qui met tous les liens dont on va parler, les liens dont on vient de parler. Et puis aujourd'hui, on va parler de notre voix avec je dis notre spécialiste de la voix parce qu'on se l'est un peu approprié chez Être Prof, Corinne Loy. Et là, du coup, je te laisse, Peggy, entamer. Comme vous le savez ou alors vous vous en doutez si vous entrez dans la profession, notre voix, c'est quand même notre outil principal pour enseigner. C'est le vecteur entre nous et notre public. Et donc, on s'est dit, et c'est pas la première fois qu'on se le dit d'ailleurs, puisque c'est pas la première fois qu'on travaille avec Corinne, qu'un live dédié à la voix était particulièrement intéressant en ce début d'année pour apprendre à s'en servir, pour apprendre aussi à la protéger. Parce que si vous êtes comme moi, au bout d'une semaine de cours en septembre, souvent on a la gorge qui tire et on se retrouve un petit peu embêté. Donc Corinne, est-ce que vous pourriez vous présenter et dire un peu voilà, votre parcours pour expliquer pourquoi vous êtes notre invitée d'honneur? Alors, en fait, j'ai été pendant 20 ans artiste lyrique, donc j'ai chanté, j'ai été vraiment, je suis vraiment à part entière une professionnelle de la voix. Tout comme vous, les enseignants qui nous écoutez. J'ai donc chanté tout d'abord, et puis j'ai eu des problèmes de voix. Je suis devenue orthophoniste en cours de route, c'est-à-dire sur ce trajet de chanteuse, j'ai fait des études d'orthophonie pour comprendre comment ça fonctionnait. Je suis rentrée chez MGEN, qui, grâce à qui ce partenariat entre Être Prof et avec Être Prof est réalisé. Et j'ai décliné en fait toute cette politique de prévention des troubles de la voix que MGEN décline depuis des années, qui était quelque chose qui était un peu larvé, qui était très attendu par les professionnels médicaux, et on a donc décliné, on a structuré toute une politique de prévention des troubles de la voix chez les professionnels de la voix,
et bien évidemment chez les enseignants. Et voilà, donc j'interviens avec bonheur, à la fois dans des actions de prévention de terrain, mais aussi à travers des événements nationaux, hein, comme les Journées de la Voix que nous déclinons dans 5 villes de France tous les ans, et aussi à travers la réalisation de supports pédagogiques que vous pouvez consulter, puisqu'ils sont à votre disposition. On pourra d'ailleurs vous les envoyer à l'issue de ce live. Voilà. Très bien. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous faire un rappel ou une initiation à l'outil phonatoire, à ce que c'est que la voix, comment ça se construit dans notre corps en fait? Alors la voix, eh bien c'est une fonction. Déjà c'est pas un organe, il faut pas se tromper, hein, c'est une fonction qui nous permet de faire des sons. Hein, donc un son est caractérisé par, on va pour faire vite, hein, est caractérisé par 3 paramètres acoustiques que sont la hauteur, l'intensité et le timbre. C'est pas la même chose, hauteur et intensité. Hein. Hauteur, par exemple, là je suis dans une hauteur moyenne, qui est celle généralement à laquelle on s'exprime dans toute conversation un peu courante. Hein. Voilà, là je suis dans une hauteur moyenne. Si je parlais un peu comme ça, là je serais dans une hauteur un peu plus haute. Hein. Et si je parlais comme ça, je suis un peu bas. Là, si je parle comme ça, voilà. Donc là, je fais des variations de hauteur. Je vais faire des variations d'intensité. Là, je suis donc sur une intensité relativement moyenne, assez soutenue quand même un petit peu. Et là, je vais parler un tout petit peu plus fort. Là, je suis de plus en plus fort, etc. Bon, et là, je redescends et c'est un petit peu moins fort et de moins en moins fort, etc. Voilà. Donc, ne pas confondre la hauteur et l'intensité, bien que ces 2 paramètres soient souvent liés. Hein. Quand on se met à parler plus fort, on a tendance à monter la voix. C'est pas toujours le cas, mais enfin la plupart du temps, ça va un peu avec, comme ça, hein, voilà, bon. Mais voilà. Et le timbre, eh bien, c'est la signature, hein, la carte d'identité, qui fait que si je vous demande à vous, tenez par exemple Peggy, de faire ah, allez-y. Oh là là. Ah. Voilà, à vous Nathalie. Ah. Voilà, et moi si je fais ah, eh bien on n'entend pas la même chose, et pourtant c'est la même hauteur, et on est toutes les 3 à peu près sur la même intensité. Donc le timbre, c'est la personnalité vocale de l'individu, c'est ce qui nous signe, et c'est la signature auditive de nous-mêmes, et c'est quelque chose qui bien évidemment est très important, hein, parce que ça fait partie de l'être, et c'est intimement lié à notre présence. Et les gens nous aiment aussi pour cette couleur auditive que nous avons et qui nous est tout à fait personnelle. Voilà, ils nous reconnaissent. Voilà. Alors donc les cordes vocales, puisque ce sont les cordes vocales qui sont à l'origine des sons que nous produisons, eh bien les cordes vocales qu'on appelle aussi plis vocaux, en termes scientifiques, il vaut mieux dire plis vocaux, c'est le terme consacré, eh bien les plis vocaux sont au nombre de 2. Ils se trouvent derrière notre pomme d'Adam, qui est là, la pomme d'Adam. Je vous invite, hein, vous derrière votre écran, à toucher avec votre index, à la chercher. Hein. Donc c'est cette espèce de cartilage, c'est un cartilage qui est en forme de figure de proue, de navire, hein, comme ça, dans notre cou. Ça a cette forme-là, c'est plus saillant chez les hommes et plus grand aussi chez eux, donc ça se voit mieux, et c'est plus bas aussi chez les hommes, ça se voit mieux pour ça. Eh bien nous avons donc la pomme d'Adam, et derrière la pomme d'Adam se trouvent les plis vocaux qui viennent s'encastrer dans la pomme d'Adam, et ils ont leur forme, hein. C'est-à-dire qu'ils sont fixes à l'avant, mobiles à l'arrière, encastrés dans ce cartilage en forme de figure de proue. Ils surplombent la trachée et sont contenus dans l'entité anatomique qu'on appelle le larynx. Donc ils font à peu près 2 cm de long sur 3-4 mm de large. Je fais très rapide, il y a bien évidemment des différences en fonction du genre, en fonction aussi de l'âge de l'âge. Chez les enfants c'est plus petit, chez l'homme c'est un peu plus grand, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, ça se trouve ici, comme ça, à l'horizontale, au nombre de 2. Pas 7 ou 10 à la verticale, non. À l'horizontale, au nombre de 2, derrière notre pomme d'Adam. Et là, c'est la partie postérieure des plis vocaux qui bougent sous l'action de l'air pulmonaire qui vient de la trachée. Hein, donc, on a les poumons, la trachée, le larynx. Dans le larynx, une partie du larynx, la pomme d'Adam. Et s'encastrant dans la pomme d'Adam, les plis vocaux qui vont être actionnés par l'air pulmonaire qui va donc les faire s'ouvrir et se fermer.
Et ces plis vocaux sont des muscles, c'est des replis musculaires qui font saillie à la paroi interne de la trachée, et ils sont recouverts d'une muqueuse blanc nacré, hein, une couleur comme vos jolis pendentifs, Peggy, voilà, hein, c'est nacré. Eh bien, la muqueuse qui recouvre les plis vocaux, le muscle vocal est blanc nacré, c'est le seul endroit du corps où nous avons cette espèce de couleur précieuse. Cette muqueuse est blanc nacré, et la muqueuse ondule, hein, ondule sous l'action de l'air pulmonaire. Si je veux montrer une image, eh bien je me mets par exemple debout. Là, vous avez donc la forme de mes plis vocaux. Hein, et si j'avais un pantalon large, eh bien, on envoie, c'est comme si finalement de l'air passait entre mes jambes, et que le pantalon large ondulait sous l'action de l'air, et que, eh bien, mes jambes se fermaient au niveau des pieds à toute vitesse. Et quand je dis à toute vitesse, eh bien, c'est des centaines de fois par seconde qui sont absolument... On ne peut pas l'observer à vitesse réelle. On l'observe grâce à la laryngoscopie. En laryngoscopie, on les observe à vitesse réduite, hein, c'est-à-dire au ralenti. Voilà, et donc c'est observable, mais pas à vitesse réelle. Voilà, donc ça signifie que parler beaucoup, hein, puisque chez vous, enseignants, ce qu'on appelle la charge vocale, ce qu'on appelle la charge vocale, c'est-à-dire la somme de travail effectuée par ce mécanisme laryngé, par donc les plis vocaux, eh bien la charge vocale chez l'enseignant est considérable, puisqu'on est à 1 million d'ouvertures et de fermetures par jour professionnel de charge vocale, et on ne compte pas la charge vocale domestique. Donc vous réalisez bien que votre métier va infliger à votre corps, et en l'occurrence à votre larynx, un stress mécanique considérable. Vous voyez, hein, c'est ça. Parler parler à haute dose constitue un stress mécanique. Chanter aussi d'ailleurs. Hein. Donc, quand on parle comme ça, normalement, qu'on a une charge vocale tout à fait ordinaire, eh bien, il y a un léger stress mécanique qui est prévu par la nature, puisque les cordes vocales contiennent énormément de substances cicatrisantes. Donc, c'est tout à fait tolérable en quantité relativement moyenne, mais à partir du moment où on est dans une quantité extrêmement importante, eh bien, là, ça va dépendre, enfin, la tolérance à cette charge vocale va beaucoup dépendre des qualités intrinsèques du sujet, hein, c'est-à-dire sa résistance, enfin différentes choses, hein, mais en tout cas aussi sa constitution, son capital génétique. Hein. Et aussi la manière dont on va bien évidemment se servir de la voix. Voilà. Vous allez essayer de nous apprendre. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. C'est qu'on n'imagine pas qu'un sportif de haut niveau se présente à une compétition sans s'être préparé. Voilà. Et de ce que j'entends, c'est qu'on a une utilisation de notre voix qui est au-delà du normal, donc ça demande une connaissance, enfin déjà prendre conscience que cette voix est un outil à prendre soin, à préparer, à muscler. Parfois, donc, oui. Voilà, on va voir ensemble comment faire. Donc, effectivement, hein, c'est notre allié du quotidien. Et du coup, comment on se prépare à cette performance vocale qui est quotidienne pour notre travail. Et qui est longue sur la durée. C'est ça, qui s'installe sur la Tout durée. c'est pas l'affaire d'une ou deux journées, c'est l'affaire de plusieurs mois. Oui, et pour 42 ans minimum de carrière. C'est 7 semaines, 7 semaines de repos. Donc voilà, comment on fait, comment on installe dès maintenant des habitudes, au-delà de la prise de conscience, des habitudes qui permettent de prendre soin de ce bel outil. Et de s'entraîner pour cette rentrée qui nous arrive voilà. Vite maintenant. Tout à fait, parce que parmi les principes, hein, parmi les comportements et les réflexes, les bons réflexes, les bonnes pratiques, voilà, parmi les bonnes pratiques qui vont nous permettre de garder une voix fraîche, nous enseignants, eh bien, et de supporter la charge vocale, on sait que parmi ces bonnes pratiques, il y a le training vocal, c'est-à-dire la préparation de la musculature vocale à la performance, c'est-à-dire à ce stress mécanique. Hein, c'est comme courir, danser, chanter, voilà, etc. C'est l'entraînement. En fait. C'est un entraînement. Alors, on sait que le training vocal, il n'a pas besoin de durer 3 heures tous les jours. Hein, vous allez avoir un training vocal déjà très important de 6 heures pour ceux du premier degré, 6 heures tous les jours.
Donc c'est pas la peine d'en faire énormément. Et puis, alors, la première des choses, hein, c'est déjà le matin. Il faut savoir que la mise en route matinale, si elle s'effectue avec une certaine forme de sérénité, de calme et sans sauter les étapes, en elle-même, déjà, cette mise en route matinale déjà suffit. Va déjà constituer un socle qui est important. Et là, je fais allusion au fait déjà de se mettre debout, déjà de faire marcher ses membres, hein, c'est-à-dire de marcher, de se mettre debout, hein, éventuellement de s'étirer. Notamment d'étirer bien le haut du corps, c'est-à-dire les épaules, de détendre sa nuque, de mettre en route sa nuque. Hein, donc on peut masser sa nuque, on peut bouger ses épaules d'arrière vers l'avant. Hein. On peut bien évidemment, un truc très très sympa, masser sous ses bras, masser les aisselles. Hein, vous voyez, on masse les aisselles des deux côtés et quand on se repose, eh bien, on se rend compte que quelque chose dans ses épaules est détendu. Hein, on peut bouger la tête de droite à gauche le plus lentement possible, hein, ou de haut en bas le plus lentement possible. Et on sent tout de suite, quand on le fait très lentement et de manière très fluide, et le plus petit possible presque, on sent très vite que ça a un impact avec la colonne vertébrale et notamment avec les lombaires tout en bas. On peut aussi, bien évidemment, lorsqu'on va par exemple déglutir, c'est très important la déglutition, parce que la déglutition va détendre tout ce qui va vous permettre d'amplifier et d'articuler votre voix. Hein, donc ça veut dire que tout ce qui est déglutition va vous permettre d'actionner les résonateurs, ce qu'on appelle les résonateurs, que sont le pharynx, la bouche avec la langue, les lèvres, les arcades gingivo-dentaires, le voile du palais qui est très important, qui doit bouger, qui bouge hein, quand on parle. Et je vous renvoie à la phonétique que vous connaissez certainement, la plupart d'entre vous qui nous écoutez, et aussi à la mâchoire qui s'ouvre et se ferme. Donc déjà, mastiquer, déglutir lentement, s'hydrater, hein, les cordes vocales, on n'en montre pas là, mais vous trouverez beaucoup de vidéos, de schémas et de vidéos MGN, être prof, où vous pouvez les voir. Il y a aussi pas mal de vidéos hein, sur YouTube qui vont vous les montrer très facilement. Eh bien, les cordes vocales, la muqueuse qui entoure les cordes vocales, eh bien, est visqueuse. Ça aime être lubrifié. Donc, le fait de manger lentement, de mastiquer lentement, de déglutir, de faire marcher sa langue, tout ça va déjà vous échauffer. Donc en fait, il faut à la fois échauffer et décontracter le matin. Oui, il faut faire venir gentiment l'énergie. Ouais, préparer l'enveloppe en fait. Préparer l'enveloppe, mettre le corps à disposition en assouplissant. Je dirais plus qu'en détendant pour l'instant. On va peut-être dire que la détente, c'est après la performance. Mais là, quand on démarre, on va peut-être dire que on va assouplir pour mettre en mouvement. C'est ça, on met en éveil. Alors après, vous pouvez par exemple tapoter aussi, tapoter l'endroit qui résonne souvent, c'est-à-dire les pommettes, le front. On peut tapoter ça, on peut tapoter sa mâchoire, on peut tapoter la poitrine, hein, ici le sternum qui est un endroit qui résonne lorsqu'on parle. On peut, alors je dis souvent, respirer en étirant les bras vers le haut, comme si on voulait aller toucher le plafond avec ses paumes, hein, ou toucher sur le côté. Et donc ça c'est important, et en y associant un peu de respiration, c'est-à-dire qu'on peut par exemple inspirer. Quand on monte, on s'arrête un peu, on souffle, on réinspire en montant. Et on souffle. On réinspire en montant. Et on souffle. Et on réinspire encore. Et on souffle en s'arrêtant un peu, en faisant des pauses, vous voyez. Et puis, on peut aussi un peu bouger son bassin. Alors j'appelle ça le bassin et toute la colonne vertébrale. C'est pas que le bassin, c'est la colonne vertébrale qui soutient toute notre machine respiratoire, tout notre vibrateur, que le larynx, c'est les plis vocaux, c'est le vibrateur de notre engin à faire du son. Hein, ça soutient indirectement tout ça, et même la mâchoire indirectement, c'est pas loin des cervicales, et donc moi je dis toujours, faites l'algue dans l'eau et apprenez à vos élèves à faire l'algue dans l'eau parce que vous verrez que ça va aider la voix et notamment l'aigu à passer. Et quand vous avez fait ça, eh bien vous pouvez sonoriser à minima, vous pouvez déjà associer l'articulation, un phonème tout simplement au souffle en faisant
Et vous allez appeler ça la locomotive pour les enfants, par exemple. Hein. Ah oui. Parce que je conseille toujours, en fait, de faire un training avec les enfants. Hein. Donc, une fois que vous avez fini de manger, de vous préparer, de bouger votre dos, de bouger vos épaules, votre nuque, de prendre conscience, c'est-à-dire d'être à l'écoute de tous ces mouvements qui émergent et qui se mettent en route et que vous assouplissez comme ça, eh bien, vous allez partir. Vous pouvez faire des bruits de voiture, comme ça, en humectant un peu vos lèvres avec la langue, comme ceci. Et puis vous allez arriver face à vos élèves, et là il va y avoir un moment privilégié que j'appelle la vocalise de l'enseignant, c'est l'appel. Pour ceux qui font l'appel, c'est le moment de vocaliser. Et là vous allez mettre en route, faire la vocalise de l'enseignant. C'est-à-dire que vous allez tester. Et vous dire, alors, est-ce que je suis en voix? Il y a des jours où on est en voix, des jours où on ne l'est pas. Est-ce que je suis en voix aujourd'hui? Et puis aussi, vous testez votre classe. Est-ce qu'ils sont en train de m'écouter? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de m'écouter? Est-ce qu'ils sont dans l'agitation, ou est-ce qu'ils dorment, hein, je crois que c'est le pire, d'ailleurs c'est la classe amorphe, donc est-ce qu'ils sont complètement dans les choux, ou est-ce qu'ils sont bien en éveil, enfin bon, qu'est-ce qui se passe? On va tâter, hein. On va tâter l'ambiance et on va essayer de se sentir aussi. Nous. Voilà, et on va prendre le regard sur soi, on va commencer à avoir le regard sur soi, et on va commencer à rentrer dans ce va-et-vient constant entre moi et l'extérieur. Et c'est ça la voix. C'est je suis sur un geste qui m'est personnel, avec des possibilités qui me sont à moi à l'intérieur, et en même temps je suis dans la relation, c'est-à-dire je vais vers l'extérieur, et je suis constamment dans cet échange entre l'extérieur et l'intérieur. Et là c'est ce qui est difficile, c'est-à-dire rester en contact avec l'intérieur sans perdre le contact avec soi-même. Et ça c'est une forme de philosophie, c'est-à-dire ça amène à une forme de philosophie, c'est-à-dire je vais être sur l'extérieur mais sans me perdre moi. Parce que quand on est enseignant en classe, c'est vrai qu'on utilise cette voix pour aller vers l'extérieur en se coupant parfois de ce qu'on peut ressentir, de ce que c'est de nous en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense. Et donc pendant cet appel, on est en connexion avec cette voix et voir comment elle fonctionne. Comment ça se passe, voilà. Comment ça se passe. Et là, on va mettre en place évidemment les paramètres du geste, les bons paramètres, si je puis dire, du geste vocal, qui est une posture relativement verticale, mais pas de se dire tiens-toi droit, hein, ne jamais se violenter, ne jamais violer le corps, hein, parce qu'il va vous le faire payer, hein, la plupart du temps en détraquant ce que vous voulez faire, en le pervertissant. Merci, en le pervertissant, voilà. Donc non, on se met vertical, on pense à être grand, on dit je reste grand. On met le souffle en route, hein, donc on n'oublie pas de respirer. C'est ça qui va vous donner la présence. C'est la qualité de silence que vous avez et non pas les décibels que vous envoyez hors de vous. C'est les décibels, quand vous avez des décibels à donner, il faut que tout parte de vous et soit légitimé par la nécessité, par la motivation. On ne rentre pas dans une classe parce qu'il faut rentrer dans une classe, hein. Tout ce qui va alimenter la voix a besoin d'être connecté à vous-même. Donc on met le souffle en route, on reste plutôt grand, on se rappelle de pourquoi je suis devant cette classe et qu'est-ce qui fait que normalement je suis heureux de l'être, hein. Et on va commencer à dire ses noms et à voir comment ça se passe. Alors, bien évidemment, je pense que l'appel est vraiment important pour installer le climat, mais même avant. Ce qui va être important, c'est la manière dont vous les faites rentrer. Oui, déjà, la manière dont vous les avez mis. Les accueillir, leur dire bonjour. Quelle intention je mets dans cette voix. Voilà. Donc la manière dont vous allez mettre en rang, la manière dont vous allez les faire remonter de cours, tout ça va commencer à créer votre présence. Et il y a d'abord la présence et il y a la voix ensuite. Il y a la présence d'abord. Et la présence, c'est toute la communication non verbale. Oui. Et c'est vos regards, c'est votre silence, c'est votre posture, vos regards, votre souffle, votre regard. Les silences, vraiment j'insiste sur l'importance du silence qui signifie quelque chose, qui va rythmer vos paroles, qui va rythmer votre discours. Oui, c'est-à-dire que dans la voix, il faut aussi intégrer ces moments de pause, ces temps où on s'arrête et on est dans le silence. Et
ça fait partie un peu de notre prosodie, de notre musique. Voilà, tout à fait. Et ce que j'entends dans ce que vous proposez, c'est que la parole, elle doit avoir une intention de départ. Oui. J'occupe pas l'espace, j'ai quelque chose à dire. L'appel, même si ça peut paraître fastidieux, ça peut avoir un intérêt. Celui de donner quelque chose de particulier à un élève, parce que la veille ça s'est mal passé, mais au moment où je prononce ce prénom, eh bien j'y mets une intention, ou de rappel à l'ordre, ou de douceur, enfin voilà, c'est d'y mettre de l'intention. Ouais. Mais du coup on voit le travail quotidien que ça demande. Voilà. Donc cet entraînement, on comprend bien qu'il faut qu'il soit quotidien, mais là, à cette veille de rentrée, est-ce que nous, et on est à 5-6 jours de la rentrée devant les élèves, est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'on pourrait mettre en place sur ces quelques jours qui nous restent? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, il faut commencer d'ailleurs un peu plus tôt que 5-6 jours. Il faut commencer à peu près 2 semaines avant la rentrée, puisqu'on a passé c'est un été. C'est pas grave, là, c'est déjà mieux que rien. Hein. Et puis, ce sera pour l'année prochaine. Oui. Mais là, déjà, c'est déjà très, très bien d'avoir 5-6 jours. Hein. Alors, ce qu'on peut vraiment faire, c'est déjà ce que je viens de donner, des étirements, un peu du souffle. Et puis, c'est faire des sirènes sur des bruits comme ça, comme quand on a froid. Ou alors sur des ouh, des choses comme ça. Des alterner le Z qui est donc une consonne sifflante, une sifflante voisée, avec sa sourde, avec l'équivalent en sourde. Hein, d'accord. Alterner S, Z par exemple, faire sur différentes hauteurs. Voilà, sur différentes hauteurs, on peut faire ça. On peut aussi faire un excellent exercice que je tiens d'Emmanuel Trinquès, hein, qu'on peut retrouver facilement sur YouTube, qui est de mettre sa main comme ça, comme un coquillage. Vous créez une coquille de résonance avec votre main. Vous mettez cette main ici, hein, devant la bouche et le nez, et vous allez, par exemple, faire un sur différentes hauteurs. Vous veillez à ce que la coquille soit bien étanche, bien fermée. Vous écartez bien les bras, tout pour écarter bien votre cage thoracique et avoir un souffle un peu complet, un souffle plus libre. Hein. Si vous êtes comme ça va être plus difficile à faire. Par exemple comme ça, et puis ensuite vous faites et vous regardez, je vais assez vite, hein, parce qu'on n'a pas énormément de temps, et vous écoutez, hein, donc pour l'enseignant, vraiment travailler, enfin faire attention à sa voix, c'est développer son répertoire kinesthésique, et vous allez le faire avec les enfants ensuite, hein. Développer son répertoire kinesthésique, et c'est également développer son écoute. L'écoute de sa propre voix, parce que souvent, voilà. Alors, soit on ne se rend pas compte de sa propre voix, et il y a aussi beaucoup de collègues pour lesquels c'est problématique. Ils disent moi j'ai une voix trop aiguë, ou alors je parle pas assez fort, j'ai peur de ne pas me faire respecter. Donc effectivement, se rendre compte de sa propre voix, ça peut être un paramètre important dans l'enseignement. Alors, la plupart du temps, on déteste sa voix parlée. Donc je vous rassure, tout le monde déteste sa voix parlée. C'est pas la peine. Donc ça c'est réglé. Ça. Alors maintenant, ce que je peux vous dire avec l'expérience qui est la mienne, et des voix chantées et des voix parlées, c'est que une voix, d'abord, on ne peut rien y faire. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à moins de boire énormément et de boire comme un trou et de fumer et d'avoir pris 40 ans tout de suite dans la figure, ce qui n'est pas, c'est pas souhaitable, hein, voilà, et réalisable, voilà. Bon, eh bien, à part ça, on ne peut pas totalement changer le timbre de la voix. En revanche, on peut quand même optimiser son capital vocal. Et ce que je voulais dire, c'était que à partir du moment où vous êtes à l'aise dans votre voix, où votre corps ne souffre pas quand vous parlez, et que vous êtes heureux d'être là, motivé et à l'aise avec la voix, donc que vous avez quand même quelques notions justes
des bonnes notions de base du geste vocal, eh bien, la voix est belle. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, il existe des voix plus ou moins intéressantes, il existe des voix, mais une voix est libre et toujours relativement attractive et relativement belle. Donc, c'est pas vous qui allez en juger, c'est les autres. Oui, de toute façon. Voilà. Puis comme vous dites, on ne peut pas la modifier, donc l'idée c'est d'apprendre à être avec cette voix. Voilà, de l'optimiser, d'avoir un geste qui la protège et d'être détendu là-dedans. Et là, ça devient intéressant pour tout le monde. Et alors justement, dans notre... Alors attendez, parce que je termine avec mon petit... Et alors ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait des choses comme ça, vous entendez la résonance. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de travailler sur la résonance de votre voix et ça va vous permettre de répondre à la sempiternelle question « Comment parler plus fort ?» qui est, à mon avis, un faux problème. Mais bon, on va quand même vous donner satisfaction et vous éviter de vous frustrer dès mon début d'année. Donc, comment parler plus fort et comment... voilà, on crée avec les mains une caisse de résonance. Et on va s'inspirer de ce qu'elle vous renvoie, cette caisse de résonance, que vous pouvez d'ailleurs faire cet exercice avec les mains et avec les mains sous le masque. Parce que ça va plus ou moins vous aider à finalement ensuite imaginer le masque comme une caisse de résonance et arrêter de vouloir le trouer avec votre voix pour passer à travers s'en servir, ce qui va vous épuiser. Donc cette caisse de résonance vous permet de ne pas pousser la voix loin devant vous, ce qui est le forçage vocal, ce qui est préjudiciable. Elle vous permet de renvoyer votre voix vers vous, de mieux l'entendre, de mieux vous entendre, et finalement de concevoir la résonance du geste vocal un peu comme ça vers l'arrière de vous-même et non pas à l'avant en alimentant. Et donc ensuite vous allez pouvoir dire par exemple ce poème de Verlaine, c'est l'extase langoureuse, la fatigue amoureuse, voilà, vous entendez ce qui se passe, c'est l'extase amoureuse, la fatigue, c'est l'extase langoureuse, la fatigue amoureuse. Vous pouvez changer la hauteur, hein, vous pouvez faire c'est l'extase langoureuse et la fatigue amoureuse. Et vous enlevez ensuite. Et voilà, c'est l'extase langoureuse, la fatigue amoureuse. Et vous constatez, je pense, que ça ne résonne pas du tout de la même manière. Et vous voyez, là, bon, ça change des choses, même pour moi d'ailleurs, hein, et vous voyez que probablement ça résonne un peu plus, vous n'avez pas forcé pour parvenir à ça, et vous pouvez vous servir du masque ensuite, vous rappeler que vous avez fait cet exercice avec votre main, puisque vous n'allez pas faire quoi avec une main devant la figure. Non, déjà avec le masque, c'est déjà pas mal. Voilà. J'imagine que c'est déjà pas mal. Vous voyez, et vous pouvez finalement imaginer que ce masque est comme une forme de caisse de résonance. Hein. On peut en faire un outil finalement. C'est un très bon exercice parce que le masque, détendez-vous, le masque n'atténue que de 5 décibels la voix. C'est pas moi qui le dis, c'est le CNRS. Hein. Que de 5 décibels la voix, sauf sur certaines fréquences qui sont justement les fréquences où la voix, les fréquences d'amplification maximale de la voix, que sont les 2000-3000 Hz, ce qu'on appelle le formant du parleur ou du chanteur. Donc c'est vrai qu'on en a besoin parce que c'est là que la voix, c'est sur ces fréquences que la voix résonne le mieux. Donc sur ces fréquences, le masque atténue davantage que 5%. Et le masque aussi crée une distorsion au niveau des consonnes. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est consonne se décline justement, tout ce qui est beaucoup les sifflantes se déclinent justement autour des 2000-3000 Hz qui sont toujours... C'est ça qui crée cette... voilà. C'est ça qui va quand même faire que le masque a tendance à créer une distorsion, une distorsion des consonnes et une perte d'intelligibilité de la parole, mais qui est relativement mineure. Ça crée bien évidemment aussi une altération de la communication puisque on ne voit pas votre bouche. Donc je ne peux pas dire que ça n'est pas gênant, mais en revanche, pas d'anticipation négative parce que ça va amplifier le problème. Donc, je crois que l'image de trouer le masque, c'est vraiment est très révélatrice, est très parlante parce que je pense qu'on a, dans les premiers mois où on l'a mis, on a tous eu cette volonté de passer au travers. Voilà. Et ça non, pas du tout. Pensez plutôt à ma coquille de résonance, à envoyer. Je dis bien toujours là où j'ai le chignon, vers l'arrière, vers l'endroit du chignon qui est un endroit de résonance très important, et d'envoyer le souffle à l'arrière. Alors ce sont des images qu'utilisent les chanteurs
Mais bon, quelquefois, si vous faites ce mouvement, quand vous soufflez, vous envoyez, et vous ajoutez du son. Ouh, vous envoyez quand là. Ouh, comme ça. Et puis vous ajoutez ensuite l'algue dans l'eau, le mouvement dont j'ai parlé. Ouh, et d'ailleurs, tout de suite, ça bouge beaucoup mieux. Ça monte beaucoup plus facilement, vous voyez. Donc ça, c'est des exercices de préparation vocale que vous pouvez faire dès maintenant. Avant le marathon qui vous attend, vous pouvez vous détendre. Je rappelle aux jeunes enseignantes qui nous écoutent que 1 heure de yoga par semaine, en début de carrière, va vous éviter tout problème vocal. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Toutes les méthodes psychocorporelles, le yoga, le pilate, le qigong, la technique Matthias Alexander, Friedrich Matthias Alexander, qui est une merveilleuse technique, la méthode Feldenkrais, sont des méthodes corporelles où vous ne sonorisez pas forcément. Il faut bien avoir comme principe que sonoriser du matin jusqu'au soir n'est pas toujours la solution. Si, en préparation avant la rentrée, mais quand vous avez vos 6 heures de parole professionnelle par jour, ça n'est pas la peine d'en rajouter. En revanche, détendre le corps, vous allonger au sol 10 minutes, en relevant ou non vos jambes sur une chaise, en mettant 2 petits livres sous la nuque, et en laissant aller la masse musculaire du corps, va permettre de détendre les petits muscles du cou. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire en revenant à la maison. En revenant à la maison pour se détendre, c'est quelque chose de très important. Je vais donner un autre exercice tout à l'heure aussi. Pour terminer sur votre question, Peggy, de la préparation de la voix. Donc, je viens de donner quelques exercices. Il y avait autre chose que je voulais dire, se détendre. Bon, bah, ça ne va pas. Ça va revenir. Ça va revenir. Et je vais faire la vigie au niveau temps. Oui. Mesdames, puisqu'il est 42. Oui. Alors, on va faire des choix, mais on a déjà abordé pas mal de choses. Du coup, Peggy, je vais te laisser poser ta question. Alors, ce que je voulais savoir, c'est, on a vu l'entraînement, on a vu là, rapidement au moins le système de détente, mais quand on est dans la classe, comment on se met en scène dans l'espace pour justement ne pas forcer sur la voix ou l'utiliser au mieux de la manière la plus efficiente? Alors, il y a vraiment, je pense que l'essentiel... Alors, il y a ce problème, il y a la question de la technique vocale. Oui. Ça, on sait que la charge vocale est beaucoup mieux supportée par l'enseignant si celui-ci a de bonnes bases en technique vocale. Donc, n'hésitez pas, pour celles qui le sentent et ceux qui le sentent, qui se sentent fragiles, n'hésitez pas à aller voir un phoniatre, un ORL, pour faire examiner votre larynx, voir si tout va bien, et éventuellement prendre 4 ou 5 séances chez une orthophoniste de façon à bien installer les bons réflexes, respiratoires, posturaux, articulatoires, c'est très important, et grosso modo pour installer la base du geste phonatoire. Bon, ça c'est vraiment capital parce qu'on sait que ça va vous aider à supporter la charge vocale. On le sait, ça aide. Bon. Ensuite, il faut s'hydrater, c'est-à-dire prendre une habitude, s'hydrater pendant la classe, faire boire les élèves éventuellement de l'eau, bien sûr, et pas de boissons gazeuses ni sucrées. Ça, c'est tout à fait préjudiciable pour beaucoup de choses. Mais en tout cas, bon, s'hydrater, c'est quelque chose de très important. Donc, on a toujours une petite bouteille sur voilà, son bureau et on en boit une petite gorgée de temps en temps. Faire des pauses, c'est capital. C'est-à-dire qu'on sait que l'enseignante qui supportera le mieux la charge vocale aussi faire des pauses. Ne pas parler trop fort et trop aigu. Ça, c'est important. Et parce que c'est une tendance qu'on a souvent. Important. Ça veut dire ne pas chercher à passer par-dessus le bruit de fond. Donc là, on commence déjà à entrer dans le travail des méthodes pédagogiques. On commence déjà à rentrer dans les stratégies pédagogiques. Ça veut dire qu'on va essayer de travailler ces méthodes pédagogiques, ces stratégies pédagogiques pour tenter de faire quoi? Eh bien, de respecter cet invariant numéro 20 de Freinet que je cite toujours, qui est parler le moins possible. Ça veut dire parler le moins possible, ça veut dire avoir des tas de ruses, et aussi, ça veut dire revoir, repenser, et c'est maintenant qu'il faut le faire, et surtout chez vous qui êtes jeunes enseignants, repenser le positionnement de l'enseignant, repenser la place de l'acquisition, repenser quelle place on laisse à l'élève.
repenser l'enseignement même en fait, c'est-à-dire opter pour une pédagogie participative, collaborative, dans laquelle on n'est pas dans le frontal avec un enseignant qui donne à manger aux élèves et qui du coup va utiliser tout le temps sa voix. Dans cette direction, exactement. Tout le temps. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que j'ai tendance à, je dis la voix et la bonne nourriture. On va nourrir, on se dévoue à l'autel on sacrifie sa voix à l'autel de l'enseignement pour sauver l'enfant. Et donc on alimente, on nourrit parce qu'on a peur qu'il ne soit pas assez nourri. Et qu'est-ce que c'est la nourriture? C'est nos doigts. Et donc ça, c'est alors en frontal évidemment, donc on est comme ça, c'est avec le forçage vocal, on tire et on avance et comme ça. Bon, ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir annuler. Alors comment on va faire? Eh bien déjà, il faut donc réfléchir sur tout ce qui est sa communication non verbale. C'est-à-dire, avant la voix, il y a le corps. Et donc il y a l'espace, il y a le corps et l'espace. Donc déjà, comment je dispose ma classe où je mets les tables, où je mets mon bureau. Il faut déjà faire comme un comédien, arriver dans sa salle au départ, je parle pour ceux du primaire parce que je sais que pour le secondaire c'est plus compliqué, et parler à haute voix pour voir où la voix sonne le mieux. Et essayer de disposer sa classe en fonction de l'endroit où la voix déjà sonne le mieux. Si vous avez une classe qui réverbère trop, je vous conseille d'aller voir sur internet et de penser à adapter votre poste de travail. Le poste de travail, c'est à la fois votre bureau, mais c'est aussi votre classe. Le poste de travail, c'est aussi les heures que vous accomplissez. C'est aussi le niveau que vous avez, c'est aussi le nombre d'élèves que vous avez. Tout ça, on appelle ça poste de travail. Et donc, on va essayer d'adapter ça à ma condition vocale, qui n'est pas la même que celle de Peggy, que celle de Nathalie, voilà. Oui, c'est le croisement, pardon de vous interrompre, entre ma composante vocale, mais les différents types d'activités qu'il y a dans ma classe. C'est un croisement, en fait. C'est le croisement. On est quelque part, là, on est dans la santé au travail. La santé au travail, c'est le croisement du corps humain et d'un être, d'un sujet, on dit en médecine, le croisement du corps d'un sujet avec le monde, avec sa pratique professionnelle, avec son travail. On est dans comment adapter la voix à mon travail. Vous voyez? Et ça, c'est ça, en fait. Et donc, voilà, tout va compter. Le bruit que les élèves font en bougeant les trousses, en bougeant les tables, en bougeant les chaises. Est-ce que je mets des balles de ping-pong ou non, de tennis sous les pieds de mes chaises? Est-ce que je mets des sets de table sur la table pour éviter les bruits? Comment je vais, à combien de mètres je mets mon bureau? Vous voyez, il y a alors donc les panneaux pour éventuellement atténuer les réverbérations, ou alors ce que vous avez beaucoup commencé à faire grâce, excusez-moi l'expression, au coronavirus, c'est de vous sonoriser, c'est-à-dire utiliser le micro, notamment quand vous avez une séquence qui va vous fatiguer la voix, d'où l'importance aussi d'établir un constat. Qu'est-ce qui me fatigue la voix? Quel accrochage, quel conflit, quelle attitude de tel enfant à tel moment, etc. Qu'est-ce qui me fatigue la voix? Faites un constat. Il faut avoir un temps comme ça réflexif pour pouvoir ensuite adapter, comme vous dites, le poste de travail. Voilà. Donc, on peut mettre des panneaux en bois, on peut mettre des moquettes, des tapis, voilà. Et ça, alors, à MGEN, nous sommes, et ça, j'en suis pas peu à la fois, on va dire, fière et satisfaite au niveau du résultat du travail mené. C'est-à-dire que là, nous commençons à investir le bâti scolaire. C'est-à-dire que nous commençons à nous intéresser à la manière dont sont construits les bâtis scolaires en France, qui interviennent considérablement sur le climat scolaire, mais aussi surtout sur la santé des agents de l'éducation nationale, vous voyez. Oui, parce que parfois, vous dites mettre des panneaux, etc., mais en fait, il y a aussi des choses qui sont pas toujours à la portée des enseignants. Voilà. Faire acheter des panneaux à un établissement scolaire, ça va pas toujours être possible. C'est ça. Mais j'imagine aussi que du coup, on peut, quand on fait un peu un état des lieux, et je pense à Isabelle par exemple qui dit dans le chat qu'elle reprend après un an d'arrêt suite à une opération des cordes vocales justement. Très bien. Eh bien, ça c'est le constat, c'est peut-être commencer avec une sonorisation, se dire que
je n'adresse jamais la parole au collectif depuis loin, mais que je me rapproche le plus possible. On voit qu'il y a tout un arsenal de choses qu'il faut mettre en place, quoi. Voilà, tout à fait. Quand je passe mes consignes, je me mets où? Ok, je veux l'attention de tout le monde. Voilà. Ok, ben je me mets peut-être plutôt que tout devant, eh bien c'est au milieu de la classe. Enfin, c'est très créatif en fait. C'est vraiment la prise de conscience aussi la base, je pense. C'est que tout à fait. On a tendance à utiliser sa voix, mais sans avoir cette conscience-là. Voilà. Alors, donc justement, disons que dans la pédagogie, il y a des choses vraiment importantes et souvent, c'est déjà bien travaillé votre gestion de groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas de la pédagogie, ça. C'est à la limite en faisant le BAFA. Hein, moi, j'aime beaucoup les gens qui ont le BAFA. Gérer des groupes. Et ça, vraiment, travailler. Parce que je ne pense pas qu'à l'INSPE, on vous en parle. Enfin, j'en sais rien, en fait. Mais la gestion de groupe, les techniques de gestion de groupe, c'est protecteur. Intéressez-vous à ça. Comment je gère un groupe? Comment je dispose un groupe dans l'espace en fonction de telle activité? Vous voyez, pour ne jamais hurler dans les cours de récréation, ne jamais hurler dans les salles de sport, ne jamais passer par-dessus le bruit de fond, ne jamais hurler, vraiment arrêter de hurler. Vraiment, c'est la première des choses. Ne pas parler trop fort, arrêter de hurler. Ensuite, se servir des profils de sa classe. Celui qui sait tout, celui qui parle tout le temps, on va l'utiliser justement pour parler et faire répéter les consignes. Celui qui dort ou qui est timide, on va le faire parler. Celui qui dort tout le temps, on va le réveiller. Etc. Donc, il y a aussi tout ce qui est relations sociales dans la classe à exploiter. Les interactions à utiliser. Voilà. Et puis, il y a vraiment quelque chose de très important, ne pas sauter les transitions. Alors, si vous pensez gagner du temps en sautant les transitions, vous allez en perdre, parce que vous êtes obligé de répéter. Donc, il y en avait une de vos collègues qui m'avait beaucoup impressionnée par son flegme, son assurance, son espèce de, vraiment presque, une grande assurance, une espèce de flegme, une forme de froideur. Hein. Elle avait une toute petite voix. Elle m'avait dit, moi, j'ai jamais eu de voix. Donc, je ne répète jamais. Voilà. Et elle m'avait dit, je leur dis, je ne répéterai pas. Alors, elle fait répéter, je ne sais pas comment elle se débrouille, ou elle a des panneaux. Alors, aussi utiliser les supports visuels, les supports acoustiques, les trucs de pluie, là, comment vous appelez ça? Les bâtons de pluie. Et moi, j'engage bien évidemment à utiliser la barométrie sonore, c'est-à-dire avoir un baromètre sonore pour faire prendre conscience du bruit. Sachant que, comme disait Freinet, une classe qui vit, on a le joyeux brouhaha pédagogique. Mais la différence entre le brouhaha pédagogique et le bruit. Et effectivement, moi, ce que je retiens de tout ça, peut-être pour faire la synthèse et qu'on puisse utiliser les dernières minutes, si vous voulez bien, pour parler des signes à avoir en tête. Pour résumer, peut-être, moi, de ce que j'entends, c'est qu'il y a un constat de sa propre voix à avoir. Constater ce qu'on fait. Qu'est-ce que je fais pour parler? Avec mon corps, avec mon souffle, avec ma mâchoire, avec ma langue, avec mon cou. Mais qu'est-ce que je fais? C'est ça. Parler avec intention, c'est-à-dire que la parole est un outil d'intention et que en même temps que je travaille ma préparation de cours, mes différentes phases, je vais les accueillir. Tiens, où est-ce que je me mets? Quelle intention je vais avoir? Quelle stratégie? Donc d'avoir finalement en tête, au même titre que mon support visuel que je dois préparer, c'est de penser à la stratégie vocale que je vais utiliser à différents moments. À l'accueil entre la classe, à la porte entre la classe et je parle, je ne parle pas, un regard, un geste. Après, j'utilise ma parole pour les mettre au boulot ou faire l'appel. Quelle intention? Je veux les arrêter, où est-ce que je me mets? Donc voilà, en tout cas, c'est ça que je retiens de tout ça et qui permet du coup de faire attention à la fatigue vocale. À sa voix et à soi-même. Et du coup, là, pour le coup, j'aurais vraiment envie qu'on termine avec ça parce que je pense que c'est en termes de prévention, c'est important. À quoi je fais attention pour être sûr que ma voix est dans un exercice normal et que je ne la fatigue pas et que je ne me mets pas en danger? Quels signes? Et après, c'est qu'est-ce que je fais si je suis dans le forçage et que j'ai dépassé la limite. Voilà. Alors, les signaux d'alerte. Donc, les signaux d'alerte, c'est déjà une altération durable. Alors, nous, durable, on va dire,
c'est variable le durable. Hein. Bon, on dit 3 mois, mais moi je conseille quand même de consulter avant les 3 mois. Hein. Okay, vraiment, moi je dirais même plutôt 3 semaines, 1 mois, quoi. Bon, alors, une altération durable du timbre, et notamment si la voix devient voilée. D'accord. Si vous n'arrivez plus, si vous avez une diminution de l'intensité maximale de la voix, c'est-à-dire si au fur et à mesure du temps qui passe, vous sentez que vous ne pouvez plus parler fort, vous parlez moins fort. Dans la journée, vous voulez dire, ou en règle de manière générale, si vous sentez que votre voix est en train de baisser en intensité. Si vous avez aussi une difficulté à moduler, c'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui se passe, on ne s'en rend pas compte, c'est que le médium s'éteint progressivement. Donc, il y a une intensité qui diminue sur le médium. Et secondairement à ça, on n'arrive plus à aller dans l'aigu. Donc ça veut dire qu'on a à la fois une diminution en intensité et une restriction en hauteur, une restriction, ce qu'on appelle l'ambitus, une restriction de l'étendue vocale, hein, avec une difficulté à aller en hauteur. Méfiez-vous parce que très souvent, en revanche, on a de plus en plus de facilité à aller dans le grave. Hein. Donc ça, on se dit, ah c'est super, j'ai une voix grave, je suis autoritaire, ma voix est bien grave, attention. En fait, c'est mauvais signe sur la santé de la voix. Ça peut être mauvais signe, ça peut être mauvais signe sur la santé de la voix. Et j'en profite pour dire que les Françaises d'origine européenne, d'origine française, ont la plupart du temps la voix claire. C'est historique. Ça date depuis l'époque classique. On est connu en Europe, plus que les Italiens, les Allemands, les Espagnols, on est connu pour avoir une voix claire. N'est-ce pas? En revanche, évidemment, tout ce qui est française d'origine africaine, c'est totalement différent. D'origine maghrébine, il faut voir, c'est pas tout à fait pareil non plus. D'origine asiatique non plus. Mais en revanche, les françaises d'origine européenne, enfin françaises d'origine, voilà, bon, celles qui sont le plus loin au niveau vocal des françaises d'origine européenne, ce sont les françaises d'origine africaines, qui ont des voix qui sont totalement différentes. Hein, ça vient au fait de la densité musculaire des Africains est très différente de celle des Européens. Donc c'est pas du tout pareil. Donc on peut pas dire non plus la même chose pour tout le monde. Hein. Mais, en revanche, j'attire l'attention sur les Françaises d'origine européenne qui souvent cherchent à avoir la voix grave. Hein, toutes d'ailleurs, qu'elles soient d'origine française ou pas, c'est à la mode depuis déjà pas mal de temps. Non, il faut pas rêver. Les femmes d'origine africaine auront souvent la voix fondamentalement facilement plus grave. Hein. C'est plus facile pour elles. Mais nous, si on cherche, si on cherche, si je cherche à avoir la voix d'Ella Fitzgerald, ça va me mettre en péril. Enfin, je prends Ella Fitzgerald, mais il y en a d'autres. Hein. Ça va être ou de comment elle s'appelait. Nina Simone ou de celle des années 90 là, qui était une fille qui avait une voix grave, très très grave, magnifique. C'est pas possible, il ne faut pas rêver, c'est pas possible. Et alors une fois qu'on a on a la voix voilée, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a ça, on va chez le phoniatre, etc. Je comprends bien, ou l'orthophoniste. Mais enfin, je veux dire, il y a la vie de tous les jours. La voix de tous les jours. Donc, est-ce que je dois m'arrêter, ne plus aller en classe pendant une semaine au moins pour protéger ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si on peut le faire, si on peut s'arrêter quand on est vraiment aphone, par exemple, si on n'a plus de voix du tout, ça arrive, eh bien, si on peut, il faut s'arrêter. Si on ne peut pas, il faut se sonoriser, s'appuyer sur ses élèves, faire parler les élèves et non pas arrêter de débiter. Et puis évidemment, envisager une consultation chez le phoniatre et l'ORL. Techniquement parlant, il faut ralentir le débit. D'accord. Parler moins vite, articuler beaucoup. Alors, quand vous articulez, n'articulez pas trop avec votre mâchoire parce que ça fait mal au larynx. Il faut avoir une mobilité linguale très importante. C'est le bout de la langue beaucoup qui articule avec une mâchoire souple. Il faut beaucoup s'hydrater, bien articuler beaucoup avec sa langue en ayant une mâchoire très souple, ralentir la vitesse de parole, parler moins fort, parler moins longtemps et encore plus s'hydrater. Hein. Bon, ça j'ai dit. Bon, allez, donc. Ensuite, si vous allez chez le phoniatre, à partir du moment où vous allez chez le phoniatre et chez l'ORL, gardez trace de vos visites chez les professionnels, parce que si jamais un jour vous êtes
en détresse vocale. Et on a quand même 13% d'enseignants qui sont obligés de se reconvertir. Hein. Sur 800 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Non, mais voilà, le chiffre est important. Hein, qui sont obligés de se reconvertir parce qu'ils ne peuvent plus parler. Donc, à partir du moment où vous avez des problèmes récurrents, par exemple, la jeune femme qui vient d'être opérée des cordes vocales, il faut c'est pour ça que je vous dis, même pour toute consultation en rapport avec votre voix ou votre zone ORL, hein, c'est-à-dire la voix, c'est la voix, l'ORL, c'est le nez, la gorge, la santé, nez, de la gorge, les oreilles. C'est ça, hein, c'est pas la même chose. Hein. Mais en revanche, à partir du moment où vous consultez pour ces deux champs, enfin ces deux domaines, eh bien, il faut garder trace de vos consultations. Hein. J'espère que la jeune femme l'a fait. On constitue un dossier. En fait. Et toujours avoir son dossier voix, dossier ORL, le garder. Parce que si un jour vous souffrez vraiment et vous êtes obligé de vous reconvertir, ou lorsque vous avez eu comme ça une opération des cordes vocales, eh bien, il est hors de question de retourner au travail tout de suite. Je l'ai vu des enseignantes de 50 ans, en plus en fin de carrière, retourner au travail à peine une semaine. Mais c'est un massacre. C'est un massacre. Donc, quand on a été opéré, pas du tout. On va reprendre progressivement. Il existe des tas de dispositions possibles pour justement adapter le temps de travail et le poste de travail. Mais qui va le faire? Eh bien, qui va vous aider? C'est le médecin de prévention. Et donc, qu'est-ce que vous allez? Il va falloir consulter le médecin de prévention. J'apporte une bonne nouvelle, c'est que MGN a passé un accord à nouveau avec l'Éducation nationale qui va permettre de mettre à disposition, qui va favoriser, qui va aider la médecine de prévention, notamment qui va favoriser les consultations avec les médecins de prévention en installant des consultations en distanciel. Hein, puisqu'il y a un médecin sur 16 000 agents, pour 16 000 agents, et c'est pas de la faute de l'Éducation nationale, c'est de la faute des étudiants en médecine qui ne choisissent pas la médecine du travail. Hein, ils n'en veulent pas, ils ne choisissent pas. Donc c'est pas de la faute de votre employeur qui est tout à fait au courant que la voix est votre instrument de travail. Mais il n'y a pas de candidat pour la médecine du travail, sachez-le bien. Donc là, on va avoir probablement un développement des consultations pour la médecine du travail en distanciel. Je crois qu'on va aussi favoriser le recrutement des médecins du travail. Et pour tout ce qui concerne la santé mentale et psychique, on va mettre à disposition certains de nos agents, de nos médecins psychiatres à l'Éducation nationale. Donc il va y avoir beaucoup de choses installées. Enfin, ça favorise vraiment la prévention. Et donc voilà, gardez, je vous en supplie, un dossier. Et surtout, saisissez le médecin de prévention en cas de fatigue et d'altération de la voix récurrente. On dit la même chose depuis le début, hein, c'est-à-dire prendre conscience que la voix, c'est vraiment un outil dont il faut prendre soin, apprendre à la connaître, apprendre à comprendre comment on fonctionne et quel est notre fonctionnement, adapter notre espace de travail, notre pédagogie. Vie professionnelle, en fait. Hein, tout à fait. Que ça soit une vraie composante de notre vie professionnelle. Oui, connaître ses limites. Oui, tout à fait. Tester pour établir une espèce de petit catalogue de ses limites et de ses atouts, d'ailleurs. Tout à fait. Vocaux, oui. Et quand on touche ses limites, puisqu'on apprend à s'écouter, bien se rendre compte que c'est important de prendre en charge dès le départ cette toute fragilité, défaillance ou pathologie. Oui. Voilà, oui, tout à fait. Vous avez vu comment on a réussi à retomber sur nos pattes? C'est pas mal. Moi, je dis que vraiment. Alors, il y a eu des questions, hein, mais auxquelles on a répondu en fait au fil du temps. Donc, merci. Merci à toutes et tous d'avoir posé vos questions dans le chat. J'espère qu'on aura répondu, enfin en tout cas que Corinne aura répondu à vos questions, à vos attentes. Julia a bien mis le lien vers l'application Vocalise, qui est une aide précieuse. Oui, tout à fait. Et qui est vraiment très riche et très bien faite. C'est une appli, donc je trouve qu'elle est vraiment très agile. Oui, gratuite pour tous. Voilà. Et puis, prenez soin de vous et de votre voix. Merci encore, Corinne. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci Guénolé. Merci Julia. Merci à toutes et tous.